Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter en fait un- la réminiscence d'une légende en fait du jeu de rôle français. Je veux parler de Trégor. Alors Trégor est sorti dans les années 80 dans Dragon Radieux, qui était un magazine. Trégor était un monde, un monde, euh, un monde médiéval fantastique. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, en fait, des mondes comme cela, et en français, il y en avait très très peu. Alors, je ne sais pas si ça a été vraiment un franc succès à l'époque. Toujours est-il que Trégor a quand même laissé sa marque et dans l'imaginaire des rôlistes. C'est Paul Chion qui l'a écrit. Et comme je vous dis, tout cela était dans Dragon Radieux. Je crois quand même qu'il avait été mis, il était sorti quand même dans une version en dehors du magazine. Mais ce qu'il faut savoir, c'était uniquement un monde. Et là, aujourd'hui, en fait, Mnemos, donc les éditions Module, le label Module de chez Mnemos, en fait, nous propose de le remettre au goût du jour. Enfin, surtout par le fait d'en faire une réédition et surtout, en fait, d'en faire un jeu. Car là, cette fois-ci, on a des règles, on a une proposition ludique. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous parle donc de Trégor, dont vous voyez le coffret ici, en sachant que comment dire, le cœur en fait du jeu, ce sont ces deux livres, alors qui sont à l'heure actuelle uniquement disponibles chez Mnemos Module et qui devraient, d'après ce que j'ai compris, arriver en boutique d'ici la fin de l'année, je pense. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle donc de Trégor. On va aborder déjà le fond, et puis après je vous parlerai du monde, je vous parlerai de ce qu'on y joue, je vous parlerai de la création des personnages et de son système qui est très hors norme, on va dire, euh, et, euh, et un peu de tout ça, de la présentation enfin tout ce qui a été fait dans cette édition, et franchement, il y a un énorme boulot de fait, et ça, déjà, ça mérite toutes les félicitations. Alors déjà, Trégor, comme je vous dis, c'est un monde. Donc le jeu, enfin ce qu'il y a dans la boîte, vient avec plusieurs cartes. Je vous montre déjà la carte principale, c'est pas celle que je préfère. Il y en a des autres qui sont encore mieux que celle-ci, je trouve, à titre personnel. Par contre là, ça vous donne en fait l'immensité du monde. Hein. Donc, euh, donc voilà, Trégor, le monde légendaire, là vous devriez avoir un peu de reflet, je pense, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 centimètres, en gros, la taille de mon pouce, fait 170 km. Vous voyez déjà l'échelle du monde, c'est immense. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer une vision générale de Trégor, du monde tel qu'il a été imaginé par Paul Chion dans Dragon Radieux à l'époque. Alors maintenant, je vais vous montrer le fond des bouquins pour commencer. Donc, comme je vous ai dit, comme je vous disais, Trégor, le cœur de Trégor, ce sont ces deux manuels. Le premier, le livre 1, c'est ce qu'ils appellent le manuel. C'est là où vous allez avoir toutes les règles, les premières présentations, etc. Le livre 2, ça va être la boîte à outils, mais on y viendra tout à l'heure. Je vais simplement vous montrer la présentation du livre 1. De toute façon, la présentation du livre 2 est à peu près la même. Alors déjà, il y a eu pas mal de... Je vérifie un truc, voilà, c'est fait. Il y a eu pas mal de critiques à l'époque du financement sur le choix des illustrations. Moi, personnellement, je trouve que ça donne un cachet unique, un peu unique au monde. Que vous avez les illustrations, on tombe sur des pages, et quasiment des pages, alors, pas entières, mais quasiment. Là, vous voyez. Et là, on est plus dans comme une fresque de peinture qui
qui donne quand même du corps en fait à l'univers et une signature à cet univers. Et ça, moi, j'aime bien, ça nous plonge un peu dans le style médiéval que veut nous raconter le monde. Et au niveau des illustrations, moi, ça ne me dérange pas, je les trouve assez chouettes. Alors, on en a des comme ça, et il y en a, vous voyez, on est vraiment dans du style de peinture, alors pas la peinture médiévale classique, on est d'accord, mais ça va quand même nous projeter dans le monde, et ça, moi, ça me va parfaitement. Voilà pour commencer. Autrement, au niveau présentation, alors, il y a eu mais on va y venir après, il y a eu quelque chose de fait, en fait, dans toute la présentation du monde. J'y viendrai dans la partie dédiée dans cette vidéo. La présentation du monde a été faite pour ne pas noyer le lecteur et ne pas avoir un joueur. Bon, maître de jeu, ce serait quand même mieux qu'il lise tout le background du monde. Hein. Mais par contre, un joueur, lui, il n'est pas obligé. Il est pris en main et c'est organisé d'une façon assez didactique, même très didactique. Tout a été fait pour que la prise en main soit simple, qu'il n'y ait pas besoin de se taper 400 pages de background. Donc autrement, vous voyez, c'est présenté sur 2 colonnes, très lisibles là par contre. Je mettrai quand même deux remarques qui sont quand même gênantes. La première, c'est que le numéro des pages, du blanc sur du fond à peu près doré comme ça, je suis désolé, mais ça c'est une très très mauvaise idée. Moi je trouve ça illisible. Je suis obligé de regarder à 2 fois sur quelle page je suis. Ça c'est pas génial. Et surtout, il y a une autre grosse coquille en fait dans le bouquin, c'est que les renvois de pages ne correspondent pas. Ne correspondent pas à ce que vous devez aller chercher. En fait, en général, elles sont 1 page ou 2 pages plus loin. C'est un peu gênant, d'autant plus que, comme je vous le disais, il y a eu un énorme effort de fait pour que ça soit didactique. C'est un peu dommage que ces renvois de pages ne correspondent pas aux pages réelles. Ça, c'est mes 2 regrets. Autrement, au niveau présentation, le papier est nickel. C'est vraiment du très beau boulot. Donc voilà, ça c'est pour le fond. Hein. Donc, voilà. Et vous avez aussi des dessins comme ça, ceux-là qui sont d'un autre style que j'aime bien. Voilà, qui sont assez chouettes. Ça me fait penser à un style de dessinateur, peut-être qu'on peut voir dans Moonblade, je me trompe peut-être, mais comme ça de tête, je dirais ça. Vous voyez, les tableaux sont très clairs, n'ayez pas peur de tout ce qu'il y a dedans, je vais vous expliquer. Voilà, donc ça c'est pour le fond, moi personnellement, à part ces histoires de renvoi de page que je trouve un peu ratées, enfin que je trouve ratées, et surtout ces numéros de pages qui sont illisibles, il faut le dire. Voilà pour le fond. Maintenant on va parler de la forme. Alors déjà je vais vous parler du monde. Alors le monde en lui-même il va être centré sur 3 gros, entre guillemets, royaumes, car ce n'est pas tous des royaumes. On a le Kirkwall, qui lui est un royaume plutôt médiéval, hein, plutôt chevalier, on va dire. Helensdale, c'est un empire. Donc Helensdale, en fait, grosso modo, fait tout ça, et doit même descendre, je crois, jusqu'à... c'est un empire qui vacille avec des rébellions en son sein. Voilà pour Helensdale. Et le 3e, c'est Felendar, en fait, qui fait en gros tout ceci, qui couvre tout ceci, de là à là. Hein, Kirkwall, il descend sur la côte. Felendar, en fait, sur la mer d'Arin, qui est au milieu, et qui est voisin du Gorgonoth. J'y reviendrai, mais beaucoup plus tard. Felendar, c'est les provinces unies. En fait, elles ont surtout d'unies leur nom. Ce sont plutôt des provinces plus ou moins indépendantes qui mènent un peu leur barque de leur côté. Voilà. Trégor est un monde humano-centré qui est en low fantasy. Il me semblait pourtant à l'époque que Trégor était de la high fantasy. Je me trompe peut-être.
Mais en tout cas, sur cette édition 6, c'est de la low fantasy et c'est humano-centré. On a des elfes, effectivement, différents peuplades d'elfes, hein, qui sont, comme dans beaucoup de jeux, et beaucoup de jeux à l'époque, en fait, les premiers nés du monde. On a des nains, les nains qui sont arrivés sur Trégor du tréfonds de la Terre. Bon, alors très honnêtement, les nains, en lisant le monde, ça me fait... ça me- c'est un peu un truc de trop, je trouve. On n'en parle pas beaucoup. Euh, Ils ont assez peu d'impact, enfin, c'est que mon avis hein, sur le monde. Je pense, enfin, je sais pas, ça me sent, on dirait une scorie, enfin une scorie, une réminiscence en fait de Trégor quand il a été fait, hein, quand Trégor a été fait. Bon, il a été très inspiré de Tolkien, hein, il faut être très clair. Et par contre, ces nains-là, je sais pas, ils sont comme un peu de trop, quoi. Je les vois pas bien dans ce monde. Et on a le Gorgonoth, qui alors lui, effectivement, est une réminiscence claire de Tolkien. Hein, donc le Gorgonoth, c'est effectivement, ça peut être le Mordor ou le Gorgoroth en fait du, euh, du nord en fait de Langmar. Voilà, voilà pour le monde en tout cas. Il a donc là je vais reprendre le bouquin pour vous montrer comment ça a été organisé et comment ça vous l'est présenté. Alors, comme je vous disais, là on est dans le livre 1, il y a eu un gros effort de fait sur la présentation et l'accessibilité du monde. Donc là, vous avez une généralité sur le monde, vous voyez, avec les fameux 3 gros royaumes plus le Gorgonoth. Vous avez, vous voyez, en un regard, vous voyez, on va vous parler très succinctement de tous les sites extraordinaires effectivement que vous pouvez trouver dans Trégor, qui sont développés plus loin. Là, vous avez bon, toute son historique, hein, comme beaucoup d'univers, il est très développé sur le passé, qu'est-ce qui est arrivé avant. Les différentes cultures et peuples de Trégor, hein, donc on a quand même des changelins, vous voyez, quelque part par là, des Caris, ça c'est autre chose, c'est une culture à part, ce sont des baladins itinérants. Les Sandars aussi, qui sont une des particularités de Trégor. Et ensuite, le reste, ce sont effectivement surtout les cultures, voilà, les lunarques, les peuples humains, les pérégrins, les peuples humains également, les stellarques aussi, donc qui peuplent en fait tout le monde. Donc là, pareil, en une vision, vous avez tout. Et vous avez plusieurs trucs comme ça, les grandes croyances, vous voyez, vous avez à chaque fois en une vision le, le, le sujet qui est présenté. Et là, pareil, les grands enjeux. Alors pour chaque grand royaume, vous avez des enjeux majeurs. Hein. Par exemple, Kirkwall, c'est un nouveau souverain contesté. L'Elensdal, c'est la lutte éternelle du pouvoir. Le Felendar, alors ça c'est l'enjeu numéro 2, c'est la menace du Gorgonoth, et l'enjeu numéro 1, ce sont les provinces désunies. Voilà, vous voyez déjà pour commencer cette, cette vision globale du monde. Autrement, le monde en lui-même, en fait, est un monde déséquilibré. C'est-à-dire, c'est un monde qui n'est plus, qui aurait dû être parfait et dans son, maintenant, ce sont des récits légendaires qui vous expliquent ça. Hein, c'est expliqué dans le bouquin. Grosso modo, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui fait que le monde n'est pas arrivé à son état de monde parfait. Et donc, il est déséquilibré et tend à vraiment un déclin et commence à partir vers deux concepts en fait différents qui sont l'éclat et la corrosion. Le but en fait du jeu n'est pas de rendre le monde meilleur, c'est pas du tout ça. Hein. On pourrait croire que l'éclat c'est le côté bon machin, la corrosion le côté chaotique mauvais, mais pas du tout. En fait, le monde qui aille vers l'éclat arrivera vers un monde, si c'est l'éclat qui s'impose définitivement sur Trégor, eh ben, ça va être un monde qui va être complètement figé, on va appeler ça les terres figes, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va être impropre à la vie, tout va être figé dans une éternité voilà, donc, et il sera complètement impropre à la vie, ça va être un monde mort, magnifique, mais mort.
De l'autre côté, vous avez la corrosion. Alors la corrosion, dans le jeu, c'est ce qu'on appelle les terres gastes, là où la corrosion a le plus d'impact. Et si la corrosion l'emporte, on va dire, bah, dans ce cas-là, le monde, lui, va être détruit. Donc, le truc, ce n'est pas du tout de le rendre meilleur ou plus mauvais, le truc, c'est de lui rendre son équilibre. Son équilibre entre la corrosion et l'éclat. Et pour ça, il va y avoir des décisions à prendre. On va voir pourquoi les joueurs vont devoir prendre des décisions très importantes, mais des décisions à prendre qui peuvent très bien, par exemple, aller vers la corrosion et donc vers le chaos pour ramener l'équilibre quelque part. Vous voyez, et inversement, là, plus classique et plus on va dire, qui vient immédiatement à l'esprit, ramener à quelque chose qui est corrompu, corrodé, vers l'éclat et donc, enfin, surtout vers le milieu, vers l'équilibre du monde, ce qui le sauvegardera et permettra de continuer et que la vie puisse continuer à prospérer. Ça, en gros, c'est le concept général de Trégor. Qu'est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Un monde imparfait, non, voilà. Oui, j'insiste sur l'accessibilité, comme je vous ai dit. Tout le jeu a été écrit pour être accessible. Et c'est franchement, pour moi, tous les jeux à gros background devraient être comme ça. C'est une réussite absolue à ce niveau-là. Ça, pour moi, c'est très clair. Voilà en gros pour le monde. On va y revenir un peu plus en détail quand on va rentrer dans les focus, tels que c'est appelé, et dans la boîte à outils, mais on verra ça plus tard. Alors, que joue-t-on en fait dans Trégor? Alors, en fait, dans Trégor, chaque personnage va être membre d'un conseil, d'un suzerain. Donc, du conseil rapproché d'un suzerain. D'un suzerain local. Hein, ça ne va jamais être le conseil, enfin, ça pourrait le devenir, mais au départ, ça ne va pas être le conseil de l'empereur ou le conseil du roi, mais le conseil d'un suzerain local. Ça peut être un comte, ça peut être un duc, ça peut être à peu près n'importe quoi. Le seul truc, c'est que tous les personnages sont membres du même conseil et donc dépendent du même souverain. Ça, c'est le truc de base. Donc ça veut dire que vos personnages et on va dire la particularité du jeu, de la proposition ludique, c'est de jouer des personnages qui sont déjà au sommet de l'échelle sociale, hein, comme je disais, hein, membres du conseil rapproché du suzerain local, c'est quand même pas n'importe qui. Hein, donc voilà. Ça, c'est la première chose. Et ça va emmener des décisions qui vont être d'un gros impact en fait sur en fait le comté, sur le duché, sur ce que vous voulez, en fait sur ce que le suzerain a sous sa coupe, on va dire. Et donc les décisions et les conseils du conseil rapproché vont impacter très fortement en fait le peuple, voire même la province, voire même le royaume, pourquoi pas. Hein, car admettons que le choix qui pourrait d'emmener en fait votre comte à suivre un duc dans une guerre va avoir des effets sur le peuple, hein, bien entendu, comme on peut le comprendre. Et au contraire, lui conseiller de ne pas y aller, ça va également avoir des autres effets. Ça va être, il risque de passer pour un félon, votre suzerain. Et donc, en fait, ce sont ces grosses décisions à prendre qui sont jamais, on va dire, tout noir ou tout blanc. Il va y avoir toujours des conséquences et Trégor, en fait, est basé là-dessus. Ce sera toujours, en fait, mettre les joueurs devant un dilemme. Alors là, vous voyez, ici, c'est un exemple de la feuille de personnage d'un pré-tiré. On va rentrer dans le détail après, mais bon. Voilà. Oui, par exemple, un autre exemple, une mission diplomatique, par exemple, lors d'un mariage entre deux seigneuries. En fonction de ce que vont faire les joueurs, comment vont se
comporter les personnages. Vous pouvez très bien arriver à une guerre entre les deux seigneuries si ça se passe très très mal, voire effectivement à, au contraire, une réconciliation qui va faire peut-être une fusion entre deux familles et donc améliorer en fait le quotidien des gens entre ces deux seigneuries qui peut-être étaient en guerre permanente depuis très longtemps. Voilà, ça va être toujours ces décisions qui vont être des dilemmes et qui vont être très impactantes en fait sur le monde. Mais elles vont être encore plus impactantes sur le monde du fait de la corrosion et de l'éclat. La corrosion et l'éclat, pourquoi ? Parce qu'en plus d'être les membres d'un conseil rapproché, d'un conseil restreint, donc d'un grand seigneur, en fait, les personnages sont également des éveillés. Alors, des éveillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnalités extraordinaires qui ont conscience, en fait, que le monde est en train de basculer et va arriver d'une manière ou d'une autre à sa perte, que ce soit par l'éclat ou par la corrosion. Et donc, tous les personnages savent qu'ils sont là pour redonner cet équilibre à Trégor de par leur décision et de par leur fonction. Hein, car peut-être que on va dire que le paysan lambda, le marchand lambda n'a pas les outils, n'a pas les moyens pour, mais par contre, quand vous êtes au sommet et que chaque décision a un impact énorme, là, vous pouvez effectivement vous dire que cet impact va avoir un impact sur la corrosion ou sur l'éclat de la région. Autre chose, bien sûr, ces décisions ne sont pas forcément en adéquation avec celles qui seraient favorables à votre suzerain. Ça peut peut-être aller à l'encontre, en fait, à l'encontre des décisions qui seraient favorables à votre suzerain, mais par contre, elles vont être bénéfiques pour le monde, pour l'équilibre. Donc, il va falloir jongler là-dessus. Vous voyez, ce sont, ce que je disais tout à l'heure, des décisions qui vont, des dilemmes, en fait, des dilemmes permanents qui vont avec des choix que les personnages vont devoir faire. Alors, c'est pas tout. Les éveillés, en fait, sont quelque part guidés par entre guillemets, une entité, je dirais, une entité supérieure. Donc ici, c'est un héritier. Tous les personnages à votre table sont guidés par le même héritier qui va les emmener en fait sur, comme je l'ai noté, sur une voie particulière. Je vais vous montrer ça en fait avec la création de personnages, où je vais vous montrer le suzerain, les héritiers, tout ça. Ça va être plus clair pour vous. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Avant de vous parler de la création de personnages, je vais vous parler de la formation du conseil et des fameux héritiers. Donc, alors déjà, ça vous pouvez le faire si tout le monde a des grandes idées géniales autour de la table. Ça va être aux joueurs en collaboration avec le maître de jeu, en fait, qui est appelé ici, alors c'est pas l'arbitre, comme on sait, c'est l'animateur. Mais déjà, en fait, vous allez commencer par créer votre suzerain. Et si vous n'avez pas une idée définie, si vous avez tout un questionnaire qui va vous lui donner sa personnalité. Vous voyez, par exemple, sa façade. Quelle est la première image que renvoie votre suzerain et ses suivants à autrui? Ça peut être un créateur de richesse, ça peut être une personne affable, un homme de guerre craint, respecté, une personne curieuse, au regard tourné vers de nouveaux horizons, une personne fourbe, un érudit d'une grande sagesse. Et donc les joueurs, en fait, vont choisir, de commun accord, une réponse parmi cette question. Alors là, comme ça, vous avez effectivement sa façade, vous avez son ascension, hein, comment il est arrivé à son entre guillemets, statut social. Hein, là, par exemple, un exemple, en tuant un à un tous ses opposants, ou en faisant du chantage, ou alors il s'est imposé grâce à une invention inédite, par exemple. Ses ambitions, ses méthodes, sa relation avec vous, et votre mauvaise action.
Euh, quel est le pire acte que vous avez commis pour votre suzerain? C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de pire pour lui, quoi. Et en fonction de tout ça, ça va vous donner des traits, je reviendrai après sur ce que c'est un trait, à votre suzerain et sa personnalité. Et moi, je trouve que justement, ce questionnaire du suzerain est particulièrement bien vu et bien fait. Ensuite, pareil, vous allez choisir votre héritier. Comme je vous ai dit, l'héritier, c'est l'entité qui va mener, en fait, qui va guider les personnages sur une voie de l'équilibre de Trégor. Et vous avez un héritier par domaine. On viendra tout à l'heure ce que sont les domaines. Vous avez son nom, donc le bancroche, le monarque, le sandrasque, la sirène, l'escaliate, la sylvambre, et à chaque fois, en fait, vous allez avoir sa description, en fait, sa voix, son approche, vers quoi il va mener vos joueurs. Vous voyez, par exemple, le bancroche, dans le domaine des arts, il va les mener vers la voie de la Renaissance. Alors derrière, la voie de la Renaissance, face à l'éclat, on veut dire, c'est que derrière, en fait, vous allez choisir un éveil aussi pour votre personnage. Vous avez, par exemple, pour la voie de la Renaissance, vous avez l'éveil altruiste. Donc l'éveillé a fait le choix de mettre au service de ses talents pour nourrir ou protéger une population indigente, machin, blablabla. Derrière, vous avez un serment et une faiblesse, et vous avez ça pour tous les héritiers. Par contre, il va falloir que vos joueurs choisissent un et un seul héritier pour le groupe, pour le conseil. Hein, voilà. Voilà pour déjà ce que vous devez faire. Après, ça, c'est la création de personnages. On va également y venir. Alors, la création des personnages. Déjà, vous avez une feuille de personnage qui est un des pré-tirés en fait, du jeu. Je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que vous remarquerez tout de suite, si vous cherchez les caractéristiques principales de votre personnage, ben en fait, il n'y a pas de caractéristiques comme on peut les trouver, caractéristiques standards, on va dire, d'autres jeux. Hein. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de dextérité, il n'y a pas tout ça. Mais on a des domaines d'art, de cité, de conflits, d'étendue, de maraude et de mystère. On y reviendra après. Donc, comment on définit son éveillé? Comment on le crée? Là encore, tout est fait sur l'accessibilité. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. C'est-à-dire, vous avez sur 2 pages, comme je vous disais tout à l'heure pour le monde, c'est le même principe. En 2 pages, vous embrassez d'un seul regard, en fait, toutes les différentes cultures. Donc là, vous avez la culture lunarque. Vous voyez, on est basé sur des... voilà, vous avez la langue... Alors, il n'y a pas de langue commune hein, dans Trégor. Hein, chacun parle sa propre langue. C'est basé sur, vous voyez, des mots-clés. Le peuple médaillon, par exemple, c'est chevaleresque, compétiteur, artiste. Déjà, ça va vous donner une idée. Le peuple canalion de la culture lunarque, ça va être courageux, bon vivant, cavalier, querelleur. Vous avez une espèce d'astrologie chinoise. Vous voyez, alors là, il y a vous voyez, une petit problème de maquette, d'impression. Là, c'est surexpo. Enfin, merde, ça se chevauche, excusez-moi. Et à chaque fois, vous allez, pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur les différents peuples, mais rien qu'avec ça, à la limite, le joueur peut déjà commencer à savoir ce qu'il va jouer. Et c'est ça qui est bien. Après, vous voulez aller plus loin dans le détail, vous voulez en savoir plus, bah, vous allez consulter le codex des conflits pour ce peuple, les magistères lunarques, voilà, etc. Et ça, c'est vachement bien. Pour aller plus loin, vous voyez, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut consulter dans les codex qui viennent? Et là, cette très bonne idée a un problème, c'est-à-dire que les pages ne correspondent pas. Le peuple et les médaillons, page 107. Alors déjà, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je trouve la page 107. Vous voyez, je suis obligé de... C'est quasiment illisible, les numéros de page. Ça, c'est très pénible. Je sais même pas, 172. J'arrive même pas à trouver les numéros de page tellement que c'est totalement illisible, en fait. 103, 104, 105, 106 et 107. Alors 107, je cherche quoi? Le peuple médaillon. Peuple médaillon, page 107, que dalle, il n'y en a pas.
il n'y en a pas. Je suis bien page 107. Putain, c'est illisible. Hein. Vous voyez, page 107, il n'y est pas. Donc il est ailleurs. Il y a un problème de renvoi de page. C'est vraiment dommage. Enfin bon, bref, on va passer ces petits défauts. Parce que le reste est quand même très intéressant. Là, vous avez la culture lunarque, vous voyez. La culture pérégrin, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Donc pareil, de la même manière. La culture stellarque. En fait, après, vous avez les différentes cultures non humaines, jouables en un seul coup d'œil. Pareil, donc ça, moi, j'aime vraiment beaucoup. Les nains, qui s'appellent ici les Nibelungen. Les Sandars et les Changelins. Et voilà. Et donc, à chaque fois, vous avez déjà ce premier aspect qui va vous aider à choisir votre culture. Ah, donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, ça, vous avez des pré-tirés. Je passe les pré-tirés. Je vous remontrerai tout ça sur la description, en fait, de ces différents domaines. Et ici, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Parce qu'en fait, vous voyez, créer votre personnage en 10 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 10 minutes, mais en tout cas, vous avez, de la même manière que vous avez un questionnaire pour le suzerain, vous avez un questionnaire pour les éveillés. Donc, vous allez choisir à chaque fois votre culture d'origine, et vous voyez, vous avez un tas de symboles. Vous allez noter à chaque fois combien vous avez de symboles, en répondant aux différentes questions. Donc, la culture, le peuple, le milieu clé de votre éveillé. Royaume chevaleresque et belliqueux, c'est Kirkwall. Le politique et l'ordre du royaume de Lensdal. Les affaires aventureuses des provinces unies de Felendar, etc. Et à chaque fois, vous allez noter ces symboles. La menace qui affecte votre éveillé, vous notez les symboles indiqués, l'éclat et la corrosion. La corrosion a eu une fois une action déterminante dans votre vie, vous notez le symbole de la corrosion et le symbole de la montagne. Vous finalisez votre éveillé en cochant effectivement tous les symboles que vous avez eus. Le symbole que vous avez eu le plus, ça va vous donner en fait quel va être votre domaine au sein du conseil restreint. Donc là, par exemple, si vous avez les arts, vous allez être maître. Maître quoi? Vous avez tous des exemples qui sont derrière. Maître agraire, maître tché, maître éleveur, maître alchimiste, etc. Maître peintre, forgeron, poète, barde, etc. Si vous avez le plus en cité, votre office, ça va être le sénéchal. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 offices. Sage, éminence grise, arpenteur, capitaine, sénéchal. Ça, c'est l'office. Mais après, derrière, vous avez tout un truc. Hein. C'est-à-dire que le capitaine, ça peut être le stratège, en fait, du suzerain. Ça peut être le connétable, ça peut être un chevalier, enfin, voilà. Et en fonction des éclats et de la corrosion, ça va donner votre éveil, parce qu'en fait, vous pouvez très bien être éveillé du côté de l'éclat ou du côté de la corrosion. Alors, et ça, une fois que vous avez répondu à tout ça, eh ben, vous avez quasiment créé votre personnage. Hein, parce que la valeur principale de votre domaine, ça va être un des 10 dans celui qui est votre domaine principal, qui est à chaque fois, qui est également votre fils. Mais bon, vous allez mieux comprendre ça quand on va rentrer dans le système. On va y arriver maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, un dernier truc rapidement. Page 94. Parce que là, on a les domaines. Vous voyez, vous avez le codex des arts, le codex des cités, le codex des conflits, le codex des étendues, le codex des maraudes et le codex des mystères, qui correspondent effectivement à un domaine de votre personnage. Et le truc alors, si vous voulez vous farder je ne sais pas combien de pages sur ça, vous pouvez. Mais vous avez également ce que les créateurs ont nommé ludifier la connaissance. C'est-à-dire que vous allez lancer un dé de votre domaine, et vous allez choisir parmi les différents chapitres d'un codex. Donc admettons que vous ayez un des 6 dans le codex des arts, vous lancez, vous faites 2. Alors vous voyez, vous avez le domaine des arts, la place des arts en Trégor, la place des maîtres,
les règles de l'art, ça c'est des règles particulières, les cultures des peuples, les cultures solares, le peuple à Tuèche, etc. Ça, tout ça, c'est lié au domaine des arts. Et comme je vous dis, par exemple, vous avez fait deux, ben, vous allez choisir deux chapitres. Ça va être votre connaissance et vous allez lire ces deux chapitres-là. Votre joueur va lire ces deux chapitres-là, qui va être la connaissance de son personnage dès le départ. Et à partir de ça, vous avez déjà un pied dans le monde sans lire tout le background. Et ça, moi, je trouve ça assez génial. Donc voilà déjà à quoi ressemble une feuille de personnage de Trégor. Donc vous voyez les fameux domaines dont je vous ai dit. Donc vous avez le domaine des arts. Donc le domaine des arts, ça va être tout ce qui peut faire vivre la communauté. Donc ça peut être un artisan. Qu'est-ce que vous avez un producteur de denrées, etc. Mais un artisan au sens large. Hein, ça peut être un artisan, un vrai artiste aussi. Hein. Les cités. Le domaine des cités, lui, ça va être plus la diplomatie, plus tout au sein des villes, de faire des contacts, des contacts avec, avec d'autres grands. Ça va être la politique, vous voyez. Le domaine des conflits, là, c'est beaucoup plus clair. Ça va être tout ce qui est les capacités martiales, d'une manière globale, de votre éveillé. Les étendues, de la manière dont il va pouvoir ses connaissances du monde en fait et sa manière de pouvoir survivre au milieu des étendues désertes par exemple. Les maraudes, là ça peut être du côté de l'espion, du côté du voleur, du côté de tous ces contacts, on va dire underground. Et le domaine des mystères, ça va être tout ce qui se rapproche de l'occulte, un peu de la magie, etc. Vous remarquerez donc, vous avez à chaque fois, au maximum, c'est ce que vous a donné votre questionnaire, dans quoi vous étiez bon, un des 10. Donc là, vous avez un seul des 10, vous avez un des 10 dans votre domaine principal. Ensuite, vous avez 2 des 8 à répartir, 2 des 6 à répartir et 1 des 4 à répartir. En gros, c'est tout. Et votre office, vous l'avez par exemple ici, sur ce personnage-là. Son office, c'est sénéchal, et en fait, il est bailli. Hein, donc voilà. Vous remarquerez qu'en dessous, il y a des traits, j'en ai pas parlé, mais grosso modo, votre personnage va choisir, enfin, votre joueur va choisir va créer pour son personnage un certain nombre de traits qui sont notés plus, ou de traits qui sont... Alors là, il n'y en a pas de moins, mais il peut y avoir des moins, ou un trait qui est noté N comme étant neutre. Et je vais vous dire ça, comment ça se fonctionne au niveau du système. Vous allez voir, c'est très très simple. Les conséquences, par contre, des fois, sont plus difficiles à appréhender. Voilà, donc en gros, ça, c'est pour la feuille de personnage, et en gros, c'est tout. Non, bah non, il faut quand même que je vous dise, c'est qu'un trait, en fait, ça peut être un trait physique. La puissance physique, ça peut être mental. Genre, je sais pas, votre personnage est très bon en calcul, donc du coup, c'est qui va peut-être favoriser tout ce qui est de l'architecture. Et vous allez noter ce trait-là. Mais ça peut être aussi des objets physiques. Hein. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une épée familiale, bah vous allez noter épée familiale dans le domaine des conflits en étant plus. Vous allez pouvoir avoir un cheval d'exception, par exemple. Il va pouvoir être, par exemple, dans le domaine des étendues, et vous allez noter cheval d'exception dans le trait plus. Après, vous pouvez très bien être je sais pas, colérique. Colérique, ça va pouvoir influencer d'une manière négative, en fait, votre domaine des cités. Par exemple, vous allez avoir ce trait-là en moins, etc. Voilà, ça c'est pour les traits. Alors les traits, vous voyez, tout ça, c'est derrière, c'est très narratif, parce que le système se veut effectivement assez narratif, et il est très narratif, et il est absolument, comment dire, voulu par les créateurs du jeu. Alors, comme vous avez vu, vous avez les différents domaines. Comme vous avez vu, ces domaines-là ne sont pas caractérisés par des points, ils sont caractérisés par des dés. Le système de base, pour réussir une action, mais après on va rentrer, vous verrez il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types d'actions.
qui mettent en route différentes mécaniques. Mais la mécanique de base, c'est que vous avez un domaine, vous lancez le dé associé au domaine. Si vous faites 1, c'est un échec remarquable. Hein. On pourrait appeler ça dans un autre jeu un échec critique, mais là c'est un échec remarquable, quelque chose qui va en plus, vous avez raté l'action, mais vous allez avoir des complications. Et en plus, le dé va se déprécier, car oui, ce sont des dés d'usage. C'est-à-dire quand le dé se déprécie, alors que par exemple sur le personnage que je vous ai présenté qui avait 10 un D10 en domaine des cités, ce D10, si vous faites un sur un test, ce D10 va se transformer en D8. Puis après en D6, puis après en D4, et si vous perdez, là c'est très mal, si vous perdez le dernier niveau de dé, il va y avoir des conséquences assez fâcheuses pour votre personnage. En sachant que là, ce sont les dés valables pour un personnage que vous venez de créer, en sachant que vous pouvez monter jusqu'au D20. Donc ça, c'est si on fait 1, donc échec mémorable, plus perte, plus dépréciation du dé. Si vous faites 2, c'est un échec. Tous les autres jets, les autres résultats sur votre jet de dés, c'est un succès. Voilà. Donc en gros, si vous avez un D10, si vous avez D10 dans un domaine, vous réussissez, vous avez une chance sur 5 de rater. Et vous avez 4 chances sur 5 de réussir. Voilà. Donc ça, c'est pour le système. Grosso modo, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais... Oui, échec mémorable, c'est tout. Le système est très là. Et là, d'une manière simple, c'est ce système-là qui va s'appliquer. Après, on a différents tests. Alors, en fait, c'est... Oui. Alors, je vais parler des tests après. Parce que vous avez vu, vous avez des traits plus ou des traits moins. Et c'est compliqué de ne pas vous parler, en fait, des différents types de tests. Enfin, sachez qu'à partir d'un niveau de test qui amène des conséquences importantes, vous pouvez engager des traits. Hein. Par exemple, sur ce personnage, vous avez sur cité, c'est un D10. Mais par contre, il est polyglotte. Admettons qu'il y a une délégation étrangère qui arrive au château de votre suzerain et qui se lance en fait dans des négociations. Votre personnage va peut-être pouvoir jouer les négociations, donc sur son déjà D10 de cité, hein, mais en plus rajouter le trait qu'il est polyglotte, parce que votre joueur va dire, moi je sais m'exprimer dans la langue en fait de la délégation étrangère. Et dans ce cas-là, ça va être il engage son trait plus. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va lancer 2 D10 et il va prendre le meilleur, grosso modo. Vous avez un avantage, vous aurez compris. Si par contre il y a un trait moins, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, là, le trait moins va être en fait un désavantage. Donc il va lancer son dé, il va lancer 2 fois les dés et va prendre le plus défavorable. Ça va être le désavantage. À côté de ça, je suis obligé de rentrer quand même un peu plus dans le détail à ce niveau-là. À côté de ça, nous avons des points de menace. Des points de menace qui sont à disposition du maître de jeu, de l'animateur, mais aussi du joueur. Et c'est ça l'originalité. Les points de menace, l'animateur va pouvoir amener un trait moins, amener en jeu, emmener dans la résolution de l'action, un trait moins du personnage. Bien sûr, ça ne va pas être n'importe quoi. Il va falloir qu'il y ait un trait moins qui corresponde effectivement à ce qui se passe. Hein. On ne va pas engager n'importe quoi. Donc, il va lui donner un désavantage avec ce point de menace. Mais les joueurs peuvent utiliser... Alors, il peut également faire engager un trait plus
d'un personnage, dans le cas d'une opposition entre deux personnages, dans le cas par exemple d'une négociation d'un procès. Je ne sais pas, euh, vous faites un procès, donc ça va être sur les cités. Euh, euh, le sénéchal en fait du suzerain va représenter le suzerain à un procès. Par contre, en face, vous avez un PNJ qui est expert en loi. Ça va être son trait. Si l'animateur dépense un point de menace, eh ben, le trait expert en loi va devenir quelque chose de négatif et donc va être un désavantage sur le jet de dés du personnage, en sachant que l'animateur ne lance jamais les dés. Mais le joueur peut aussi dépenser des points de menace pour faire amener des traits moins. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des traits moins, des traits moins ou quelque chose qui va lui donner un désavantage. Vous allez me dire, c'est complètement débile, un joueur ne va pas se donner des désavantages. Et bien là, si. Pourquoi? Parce qu'à la fin du scénario, et ça va influer le destin, ça va influer le plan, enfin le truc global du scénar, la conséquence la plus grosse du scénario qui va arriver à la fin, c'est-à-dire que si le pool de points de menace n'a pas disparu avant la fin de la partie, eh ben, il va y avoir des conséquences fâcheuses. Donc ça va inciter aussi les joueurs à mettre leur personnage en danger en consommant des points de menace. Voilà, grosso modo, pour le système d'une manière globale. Vous voyez, la chaîne de dés, c'est celle-ci. Des 20, des 12, des 10, des 8, des 6, des 4. Ça, c'est pour la petite histoire, enfin, la petite précision. Bien entendu, tout à l'heure, je vous ai parlé des traits, mais il va falloir, pour que ça rentre en jeu, il est absolument nécessaire que le joueur narre en quoi ce trait va influer son action. D'ailleurs, ici, vous avez un tableau général des traits qui sont pas exhaustifs. Vous pouvez en inventer d'autres, hein, justement, c'est même encouragé. En fonction des différents domaines, à chaque fois, vous avez un trait plus ou moins, qui peut être ou plus ou moins selon la situation, ou un trait moins. Par exemple, très générique, dans le domaine des étendues, votre éveillé a un compagnon animal, par exemple. Il peut avoir des cartes anciennes également, alors ça peut être plus ou moins plus parce que ça va des cartes anciennes qui vont vous guider à travers effectivement des contrées inconnues. Mais il peut être moins, pourquoi? Parce que les cartes peuvent être fausses, par exemple. Et vous avez un trait moins qui peut être allergique. Alors ça peut prêter à sourire, mais un ranger qui est allergique, ça peut être pénible. Donc ça, vous avez des traits génériques alors sur les maraudes. Les maraudes, qu'est-ce que vous avez? Baratineur, visage innocent, crâneur. Sur les cités, vous avez beauté notable, visage banal, snob, par exemple. Et après, vous avez sur les différents traits de différentes cultures, des lunarques, des solarques, vous avez des exemples pour chaque. Et ça, c'est une bonne idée de toujours dans cette histoire de vouloir rendre accessible le monde le plus rapidement possible pour le joueur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de tests. Il y a les tests de péripéties, il y a les tests de confrontation, il y a les tests étranges, et en fait, les tests de destin. Les tests de péripéties, ça va être les tests qu'on va faire pour résoudre une action qui n'a pas une conséquence extraordinaire. Ça peut être, par exemple, baratiner quelqu'un pour qu'il vous laisse passer. Si vous le ratez, il ne va pas vous laisser passer, mais il ne va rien se passer de plus, si vous voulez. Donc là, le test de péripétie ne va engager que le dé de domaine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites 1, c'est raté avec des conséquences fâcheuses, et dans ce cas-là, le dé du domaine diminue. Si vous faites 2, c'est raté. Le reste, vous avez réussi. Ça, c'est le test de péripétie. C'est tout ce que ça engage. Après, vous avez le test de confrontation. Alors, le test de confrontation, ça peut être bien sûr pour un combat, enfin quelque chose de physique, une confrontation physique, un duel, un combat, que sais-je. Mais ça peut être aussi une confrontation
entre deux magistrats pour résoudre, comme je vous disais tout à l'heure, un procès, par exemple. Ça peut être, allez, je raconte n'importe quoi, un concours de chant entre deux bardes, par exemple. Voilà, ça, ce sont des tests de confrontation, dont il va y avoir une conséquence plus forte que le test de périphétie. Comment ça marche? Alors, comme je vous ai dit, le système est très particulier et il est assumé par les joueurs, par les auteurs. C'est-à-dire que ça soit un combat, un procès ou je ne sais pas quoi, presque, on va dire, l'attaque d'une ville. Là, j'exagère un peu, mais grosso modo, parce que ça va plutôt être un test de destin, mais grosso modo, ça va être un seul jet de dés. Et ce sera après à votre joueur, en arrêt, ce qui s'est passé et en narrant les conséquences. Donc sur un seul jet de dés, et après, c'est de la narration. Hein, le jet de dés est à la limite, je ne vais pas dire presque anecdotique, mais on n'en est pas loin. Enfin, pas tout à fait anecdotique, parce qu'il peut être contre votre joueur, hein, le résultat. Donc comment on fait? Dans ce cas-là, celui qui initie le test met un nombre de blessures en jeu. Je vous dirai les blessures à la fin du test. Il peut en mettre entre 1 et 3 en fonction de la valeur du domaine dans lequel il initie la confrontation. Domaine des conflits, par exemple, ça va donner des plaies, par exemple. Hein, ça va être le cas typique, ça va être un duel. Domaine de cité, ça va par exemple de la négociation entre deux envoyés, deux ambassadeurs en fait de différents royaumes. Et donc en fait le premier qui initie le test va mettre en jeu un certain nombre de blessures. Il va dire bah voilà, moi je mets en jeu une blessure ou deux ou trois. L'opposant va pouvoir accepter, et dans ce cas-là, ça va être le niveau de blessure, comme on a dit, qui a été choisi, et ça s'arrêtera là. Si celui qui a initié la confrontation dit ces 3 blessures que l'opposant accepte, ben, on s'arrête à 3 blessures. Mais par contre, l'opposant, après, peut surenchérir. Il peut dire, bah non, ce ne sera pas 3, mais ce sera 4, par exemple. Et voilà. Ou alors l'opposant peut dire, bah non, moi c'est bon, j'arrête tout de suite. Dans ce cas-là, il abandonne, il subit une blessure, mais celui qui a initié le test en sort vainqueur. Et le résultat de ce dé, ça va être, enfin le résultat de cette confrontation, enfin pour résoudre la confrontation, le joueur va lancer son dé de domaine, il va pouvoir engager ses traits, il va pouvoir engager son magistère, mais également les points de menace vont être mis en jeu par l'animateur et éventuellement le joueur. Tout ça, ça va donner un certain nombre de jets de dés d'avantages et de désavantages. Je crois qu'on est limité à 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin bon, bref, on doit être limité. Mais ça va donner un pool de dés à lancer égal au dés du domaine du joueur, avec un certain nombre de dés d'avantages et de désavantages, hein, qui vont s'annuler ou pas. Hein, si vous avez un avantage et 2 désavantages, ben en fait, vous n'avez plus qu'un avantage. L'avantage et le désavantage s'annulent, il reste un désavantage. Voilà. Et le vainqueur va appliquer le nombre de blessures qui a été engagé au départ sur son opposant. Et là, le joueur va choisir. C'est ça la grosse originalité du système, c'est-à-dire que les blessures vont être appliquées sur différents domaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est sur le domaine des conflits, grosso modo, ça va être des blessures physiques. Hein. Si c'est appliqué sur le domaine, par exemple, des maraudes, eh ben, ça peut être, je ne sais pas, révéler les activités clandestines de votre opposant jusqu'à le mettre en prison, par exemple. Sur le domaine des cités, ça peut être des pertes de contact, sa défaite est mémorable, et les gens perdent confiance en lui, par exemple. Donc vous allez répartir, le vainqueur du test va répartir en fait sur les différents domaines, et surtout va devoir narrer dans la manière dont ça s'est passé, et de ses conséquences. Ça va être au joueur d'imaginer et de raconter en quoi le test de confrontation va influer sur son opposant.
Ça, c'est le gros principe du système. Vous voyez que c'est quand même assez particulier. Un combat va se résoudre, par exemple, en un seul jet de dés. Hein. Euh, vous aurez peut-être la volonté de le blesser physiquement ou alors de l'humilier, par exemple. Pareil pour les tests, comme je vous ai dit, d'art, d'étendue, enfin, tout se résout de la même manière. Un autre type de test, en fait, c'est les tests étranges, c'est la magie. Au départ, la magie a des limitations. Hein, alors, la magie est basée sur connaître le nom, le véritable nom. Si vous connaissez le véritable nom de je ne sais pas quoi, votre adversaire ou sur ce que vous voulez agir, hein, chaque élément dans Trégor a un nom secret euh, qui va agir en fait sur toute la partie magique en fait. Donc, et vous allez devoir dépasser en fait des interdits parce que la magie de base n'est pas très puissante. Vous avez l'interdit de lenteur par exemple. L'estrange met du temps à se déployer. Si vous voulez que votre sort soit immédiat, par exemple, bah, vous allez devoir dépasser cet interdit et, euh, et, euh, et mettre en danger en fait votre magicien. En sachant que le sorcier dans Trégor, tout ce qui est la magie n'est pas très bien vu, hein, n'est pas bien vu même du tout en fait. Hein, depuis la chute du météore Ankh-Khamet, il y a des éons. C'est les mages qui ont été tenus pour responsables et on la voit d'un très mauvais œil maintenant, la magie. Le dernier truc que je voulais vous parler, c'est le test de destin. Alors, le test de destin, c'est vraiment le test final, on va dire, qui va engager toute la table où chacun des joueurs va faire un seul jet de dés pour résoudre, en gros, la scène finale. Et là, c'est ce que j'ai le plus de mal à appréhender. Je l'ai compris en regardant, en fait, l'actuel play fait au moment du lancement de Trégor, fait par l'auteur du système, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Là, j'ai compris ce que c'était, mais pour moi, ça reste très abstrait. C'est-à-dire, là, par exemple, ça va être résoudre, vous voyez, l'attaque d'un camp. L'attaque d'un camp va être résolue par chacun des joueurs va va engager son magistère. Alors bien sûr, le domaine des conflits, il va le faire d'une façon un peu plus militaire, ouais. La maraude peut-être d'une manière plus discrète, etc., etc. Euh, et en fait, il va falloir accumuler des succès qui vont devoir dépasser en fait le seuil de destin pour éventuellement déclencher une source. La source, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui justement va pouvoir influer d'une manière sur la corrosion ou l'éclat. Alors c'est assez abstrait ce que je vous explique. Il y a toute une partie en fait dans le livre qui l'explique. Il faut bien se le mettre en tête parce que c'est vraiment très particulier. Hein. Ça, c'est peut-être un petit point, un point en fait du système qui est quand même qui est hors norme. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour les tests de destin qui arrivent à la fin et qui arrivent sur l'enjeu en fait du scénario ou de la campagne. Rapidement, dans le livre 1, je vais vous montrer un peu les domaines, mais très vite. Par exemple, le codex. Alors, sur chaque domaine, vous avez ce qu'on appelle un codex. Et dans le codex, on va prendre des focus, en fait. Par exemple, la place des arts d'Entrégor, vous voyez, des sujets. La place des maîtres et leur magistère. L'importance des arts lors des tests de destin. Les hauts lieux des arts, le Moganon, le Roven. Etc. Les personnalités du domaine des arts. Et vous avez ça sur chaque codex qui vous explique d'une manière générale la relation du monde, comment il s'articule, mais d'une manière très globale et focalisée sur chacun des domaines. Donc voilà, le domaine des cités, vous avez les personnalités des domaines des cités. Guenièvre de Monterne, par exemple, comtesse d'Athanor et Mador de Gorégnon. Le codex des conflits, le domaine des conflits, la place des conflits dans Trégor, et les magistères des généraux du domaine des conflits, officiers, champions, stratèges, protecteurs,
comme je vous avais montré, c'est résumé sur toutes les pages de questionnaire des personnages joueurs. Le domaine des étendues, vous voyez, etc. Donc vous avez tout ça au niveau du codex dans le livre 1. Maintenant, je vais vous parler du livre 2. Oui, je sais, ça fait déjà longtemps que je parle, mais il y a beaucoup à dire. Dans le livre 2, c'est la boîte à outils. Alors, la boîte à outils, qu'est-ce que c'est? C'est que pour chaque royaume, le Kirkwall, Lensdal, Kirkwall et Falandar, vous allez avoir la boîte à outils, c'est-à-dire, on va vous expliquer, en gros, le royaume. Donc là, on commence, par exemple, le royaume de Lensdal. Le royaume de Lensdal, vous voyez, vous avez de quoi il est constitué. Il y a 6 pays, le système politique, l'éclat et la corrosion, comment il se manifeste à l'heure actuelle dans les Lensdal. Voilà, les Lensdal ont quelques informations clés, vous voyez. Donc, toujours pareil, c'est toujours fait pour être compréhensible le plus vite possible. Vous voyez ici, donc là, on vous reprend. Ça, c'est vraiment génial comme représentation. Vous avez tout le royaume qui est ici. Et là, on vous parle de l'écriture, de l'économie, des langues, de la monnaie et du symbole du royaume et à quoi il correspond, et du portrait chinois, éventuellement. Et là, vous avez différents focus. C'est-à-dire, on va focus. Alors, les donjons, c'est pas vraiment des donjons, ce sont des villes fortifiées, des relais fortifiés. Focus sur les canalions, focus sur les paysages. Vous voyez, à chaque fois, on va parler d'un sujet particulier dans le royaume. Et du coup, vous n'êtes pas, vous allez choisir en tant qu'animateur un endroit, parce que vous n'avez pas joué dans tout le monde, donc en fait, l'énormité du bouquin, vous n'avez pas tout à ingurgiter. Hein. Vous pouvez très bien le feuilleter et choisir un royaume, quelque chose qui vous intéresse, et commencer par là, au moins pour rentrer dans le monde. Vous avez des scénarios. Là, les scénarios, il y en a 18. Il y a 18 scénarios et vous avez énormément de points d'ancrage, de points de départ, en fait, de scénarios. Là, et pour vous donner une idée de ce que vous allez jouer, par exemple, le scénario de la leader, la dame Forbiana, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux royaumes qui organisent, il y a un mariage dynastique qui est organisé, sauf que la dame, en fait, promise à l'autre seigneur est absolument laide et très laide. Et au moment en fait des noces, le jeune nobliau qui devait l'épouser hurle qu'il ne va pas épouser un laidron comme ceci. Inutile de vous dire que ça provoque immédiatement un problème diplomatique que vos personnages vont devoir résoudre et régler d'une manière la mieux possible, par exemple. Hein. Oui, vous avez un exemple. L'autre, par exemple, la révolte du donjon du corbeau, la foire de la tonte, vous voyez, on est dans différents niveaux de scénarios. Qui s'en prend au clan vert? Vous en avez plein comme ça, en fait. Vous avez énormément de scénarios. Donc là, par exemple, on vous parle également des mal-être, les réfugiés du Gorgonoth. Les réfugiés du Gorgonoth, en fait, ce sont, quand la météorite est tombée sur le monde, des réfugiés d'autres, entre dimensions, on va dire, ont trouvé parmi un passage les menant sur Trégor au travers le cratère de la météorite. Et c'est là qu'on va retrouver les orques, les trolls, les gobelins, qui ont été mis en esclavage ou traités le plus bas possible, qui ont été mis pour être des travailleurs les moins payés possibles, des esclaves, hein, enfin, en tout cas, exploités, ça c'est sûr. Et en fait, tous ces réprouvés sont appelés à rejoindre le Gorgonoth au sein du Khan. Mais je vais en parler très rapidement tout à l'heure. Donc voilà, vous avez après vous avez les différents pays des royaumes, le pays d'Atuèche par exemple. Vous avez des focus partout sur toutes des villes, vous voyez, avec certains dessins qui vont vous mettre dans l'ambiance du royaume, etc., etc. Là, vous avez le plan de Mogadon, c'est la ville la plus grande du monde, en fait, de Trégor. Voilà, vous avez énormément d'informations.
Mais toujours pareil, vous voyez, ici, les standards. À chaque fois, vous avez la faune, la flore, un des 6 sur quoi vous allez pouvoir tomber, une rencontre éventuellement, un lieu, avec des mots-clés pour développer et amorcer votre imagination. Et vous avez ça sur tout le monde de Trégor, sur tous les royaumes et sur toutes les districts qui les composent. Et ça, c'est le cratère Van Kamet. Voilà, vous avez tout ça en focus, vous voyez, les elfes andins d'An Kamet, etc., etc. Et là, moi j'aime bien quand même, les dessins sont chouettes. Et là, vous avez énormément de choses. Mais comme je vous disais, par exemple, je vous ai dit ça, c'est chouette. Je vous dis, tiens, ça m'intéresse. Voilà, le district de Naradut, qu'est-ce que c'est? Ou alors, tiens, voyez, les tournois du royaume. Tiens, ça m'intéresse, les tournois du royaume. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai toute ma description, mon ambiance, des amorces de scénario. Voilà, en fait, comment est organisé le livre 2. Alors, il y a 18 scénarios, il y a une campagne complète, et comme je vous dis, des idées de scénar, il y en a pléthore, vraiment pléthore. Et toujours créé pour l'accessibilité. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué dans la façon d'écrire ce monde. C'est pour moi un modèle, en fait, des jeux sur les gros backgrounds, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un focus spécial sur le Gorgonote. Alors au départ, moi j'avais un très mauvais a priori. Je me suis dit, ça c'est on a mis dans ce monde, il a fallu qu'on rajoute dans ce monde quelque chose qui tombe sur un cheveu sur la soupe, un endroit où le mal est concentré et où le mal va irradier un ennemi. Et en fait, alors je ne vais pas vous révéler le secret, mais il y a un secret qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire on vous explique pourquoi ils sont si méchants. Pourquoi le Gorgonote va lancer des raids, pourquoi le Gorgonote va... eh bien, derrière tout ça, il y a un secret et je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Je ne vais pas vous le raconter, je ne vais pas le dévoiler, mais j'ai beaucoup aimé l'idée. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est, vous voyez, l'écriture claire sur un fond un peu brunâtre. Putain, mais c'est difficilement lisible. Difficilement lisible. Voilà. Le Gorgonote, nous avons aussi tout un focus particulier sur l'île magique de Mordanor, hein. Donc là où sont les mages en fait du monde de Trégor. Donc on a tout un focus spécial sur la magie et sur l'île de ces fameux magiciens. Alors Trégor, moi il m'est arrivé en fait, et je remercie beaucoup Frédéric Rivet les modules, en fait dans ce superbe coffret aimanté, vous voyez, la fermeture est aimantée. Il est vraiment magnifique. Bon, c'est pas donné, mais il est vraiment superbe. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le reste en fait du matériel qui est contenu dans cette boîte, en dehors des 2 bouquins principaux que je vous ai présentés longuement. Alors, dans les bonnes idées et la réalisation qui, moi, me laisse à désirer, c'est ceci. Vous voyez, ce sont des textes, en fait, ce sont des aides de jeu, en fait, à donner à vos joueurs. Vous pouvez donner tout ou une partie, fait sur une forme de livre écrit par des érudits. Hein, et on parle d'à peu près tout avec de superbes cartes. Les cartes sont vraiment magnifiques. Par contre, je suis désolé, mais moi, j'ai énormément de mal à lire. C'est-à-dire, ça, c'est trop petit, ça, j'arrive pas à lire. Il faut que je me mette comme ça, et puis très rapidement, la police de caractère, plus la densité, plus la taille d'écriture, fait que c'est très, très compliqué à lire. Mais bon, il faut le voir comme un aide de jeu, vous allez me dire, hein, donc pourquoi pas, on est dans le style parchemin, voilà, donc on écrit beaucoup sur les parchemins, où il y a de la place, donc pourquoi pas. Mais de prime abord, c'est quand même assez hard. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, vous voyez, on vous parle du district de Naradut, et ça, c'est écrit comme par un érudit, par un scribe, par quelqu'un qui l'a vu, qui vous raconte en fait tout ce district, voilà, les montagnes, ce qui vient compléter
du mieux possible déjà ce qu'on a dans les bouquins. Et, non, les textes sont très très inspirants, mais par contre, qu'est-ce que c'est difficile à lire. Et comme ça, vous en avez trois. Hein. Vous avez les chroniques, donc ça c'est écrit par les chroniques du troubadour Matt John, donc c'est écrit par lui, et c'est le haut royaume de Kirkwall. Lui, c'est les édits du... Alors, je ne sais pas qui c'est. Du Pivoc Majorven. Majorven, voilà. Les édits de Majorven, divoque du village de Taboric, des monts Carap, en Ellensdal. Alors, c'est pareil, voilà, c'est écrit par ce personnage-là, avec, vous voyez, des focus sur les cartes, mais je vais vous montrer les autres cartes, parce qu'il y a celle-ci, mais il y en a encore qui sont plus belles. Et la dernière, c'est les carnets du sage Mélius, les provinces unies de Flendar, de la même manière, vous voyez. C'est quand même très très inspirant, et les textes sont très inspirants. Et on va vous parler là du Gorgonote, et en fait, mais écrit d'un sage en fait des provinces du Felendar, donc ça va être son point de vue, et peut-être pas forcément la réalité. Donc ça, voilà, vous avez ces trois parchemins, ces trois recueils qui sont superbes, mais difficiles à lire. Ensuite, nous avons la classe de Trégor. Alors là, je suis plus que mitigé. C'est-à-dire qu'on a repris cette carte, vous voyez, qui est derrière, et on a fait un grossissement. Enfin, bon, on l'a quadrillé, et on a fait un grossissement. Mais en fait, on n'a fait qu'un grossissement, c'est-à-dire on n'a pas rajouté de détails. Bon, plus un découpage absolument au couteau, hein, Kirkwall, voilà, vous l'avez ici, Kirkwall il est là-haut. Il faudrait que je vous montre par exemple, je cherche, on va voir si ça marche, je cherche Ognante. Est-ce qu'il y a tout d'ailleurs là-dessus? Ouais. Ognante, il est là, c'est la F4. F4, donc je vais chercher F4. Alors, voilà. F4. Je vous le mets à côté. C'est le grossissement en gros de ça. Mais vous voyez, l'intérêt est quand même pour moi assez limité parce que c'est exactement la même chose. On n'a pas rajouté de détails. Donc très honnêtement, l'Atlas, ça aurait pu être une bonne idée, mais je trouve qu'au final, ce n'est pas très très utile, voire pas utile du tout. On a un écran. Là, lui, l'écran est en 3 volets, absolument clair, et une fresque. Mais j'aime bien en fait les fresques en fait qui sont vraiment des dessins à part et donc des dessins originaux. Alors, dans la suite du matériel, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs cartes comme ça, elles viennent en plusieurs exemplaires et elles sont absolument magnifiques. Regardez-moi ça, alors je vais essayer de faire en sorte que vous pouvez la voir complètement. Pour la voir complètement, je pense qu'il va falloir que je fasse un... Même comme ça, en fait, vous la verrez pas complètement. J'adore le dessin, enfin, ouais, celles-ci, elles sont vraiment magnifiques. Vraiment, c'est énorme. Si je vous fais un petit focus dessus, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Et en fait, elles viennent en 1, 2, 3 et 4 exemplaires. Alors, c'est pas trop expliqué pourquoi, mais de mon avis, pourquoi ça vient en 4 exemplaires? Parce que dans le matériel, vous avez ceci. Et ceci, ce sont des stickers à mettre sur la corrosion, où se trouve la corrosion et où se trouve l'éclat. Donc vous allez la coller sur votre carte de votre campagne. Et si vous pouvez donner une carte à vos joueurs, ils vont coller ça. Vous pouvez garder une carte vierge. Et éventuellement, si vous avez un deuxième groupe que vous faites jouer, vous avez une deuxième carte avec ces stickers en fait qui vont montrer comment évolue votre campagne au niveau de la corrosion et de l'éclat. Donc ça, c'est pour les cartes. Comme vous avez vu, je vous ai dit, elles sont superbes. Et on va terminer en fait par
les fiches de pré-tirées et les feuilles de personnages vierges. Voilà. En gros, on aura fait le tour. Là, on a les points de menace. Et à la fin, une petite bourse avec des idées basiques, enfin, qui ont le mérite d'être là. Le D4 est à l'intérieur de la boîte. Voilà, ça c'est pour tout le matériel en fait contenu dans cette belle boîte de Trégor. Alors ma conclusion sur Trégor, je vais la mettre en plusieurs points. Les points positifs, c'est vraiment l'accessibilité, la manière dont ça a été écrit, la manière dont ça a été organisé. C'est un boulot énorme. On a repris effectivement les textes de Paul Chion, on les a réarrangés, on les a augmentés, on a rajouté un tas de trucs et on a fait un énorme boulot sur l'accessibilité. L'accessibilité du monde sans être obligé pour commencer à jouer, de lire effectivement 400 pages. Là, vous pouvez commencer à jouer en lisant les focus, ce qui vous intéresse dans les domaines, en piquant à droite et à gauche, et vous allez pouvoir commencer à jouer. Alors quand je dis commencer à jouer, c'est pas tout à fait vrai au premier abord. Pourquoi? Parce que Trégor, c'est un jeu qu'il faut construire. C'est un jeu où l'animateur doit avoir créé ses propres campagnes. Alors bien sûr, il y a des exemples de scénarios, il y a des points d'ancrage de départ, mais il va falloir vraiment construire en fait son monde, construire les relations entre les différents royaumes qui sont assez complexes. C'est un jeu de campagne, ce n'est pas un jeu en one-shot, hein, ça n'a aucun intérêt de jouer à Trégor en one-shot, même 2-3 parties et qu'on n'y revient plus, non. C'est un jeu de longue haleine, c'est un jeu de campagne. Le système, qui se veut très narratif, est assez déroutant. Je ne vais pas dire au prime abord, il est déroutant, je l'ai lu, c'est assez déroutant. Ça marche a priori, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est déroutant de la manière dont on aborde un jeu. Moi, j'ai jamais vu un jeu abordé comme ça, avec les différents domaines, avec un jet qui va résoudre en fait toute une situation. Ça va être au-delà d'une action, ça va être une situation, et que les joueurs vont devoir narrer de la manière dont ça s'est passé et pourquoi ils vont infliger, par exemple, à l'opposant 3 points dans le domaine des cités, 2 points en conflit, je sais pas, je raconte n'importe quoi, 1 point en art. Il va falloir qu'ils expliquent tout ça. Et c'est pas à la portée du premier venu. Moi, personnellement, je ne pense pas y arriver. Je ne pense pas y arriver. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de jeu, ce genre de jeu narratif, quoi. C'est certainement un aveu de faiblesse, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est pour vous dire que, à mon avis, il ne conviendra pas à tout le monde et il ne conviendra certainement pas à des joueurs débutants. Il faut absolument des joueurs impliqués qui vont vouloir embrasser le monde et se développer au sein de ce monde pendant toute une campagne longue. Mais à partir de là, une fois que vous avez des joueurs qui sont à l'aise avec le système, à l'aise avec la narration, qui sont partants pour faire une longue campagne, là, je suis sûr que Trégor, c'est un jeu et un monde absolument génial. Voilà. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur ma conclusion sur ce jeu, sur Trégor. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, parce que je commence à perdre la voix, ça fait un bout de temps que je parle. C'est, je pense, la vidéo la plus longue que j'ai faite sur une critique jusqu'à présent. Ouais, je sais, je parle de trop, mais bon. Voilà, au moins, en tout cas, prenez ce qu'il y a à prendre dans ma vidéo, et puis vous aurez peut-être une idée de si le monde de Trégor est fait pour vous ou pas. Merci beaucoup, à bientôt pour de nouvelles vidéos, puis surtout, n'oubliez pas, après tout ça, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me fera plaisir et ça fera grandir la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.